sings a song that gives me hope for more. She doesn't give a care about what she ain't got. I'm feeling just like her. I got my hair, got my life, my eyes, and many things to do. Steps are rushing out, rushing out. They're running ahead of me like Mr. I got to. But my mind keeps saying there's nowhere to run to. Bonjour à tous, vous me recevez bien, c'est super. Bienvenue pour ce webinaire dédié à l'inclusion numérique et plus particulièrement à cette fameuse étape du diagnostic des territoires dont on va parler aujourd'hui avec nos intervenants autour de cette table ronde. Je suis Laurine Brun, chargée de mission à Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée aujourd'hui de Clément Dulude qui est directeur de UBIC. Bonjour Clément. Bonjour Laurine, bonjour à tous et à toutes. Alors avant de commencer cette émission, un petit rappel un peu sur les règles du jeu. Aujourd'hui, vos micros sont coupés, vous serez uniquement par écrit. Donc si vous avez des réactions, vous avez le chat qui est à votre disposition. De même, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet aussi questions juste à côté pour transmettre des questions donc, au plateau, aux intervenants qui seront là aujourd'hui. Vous pouvez aussi, petit détail, voter pour les questions, puisque je pense qu'on en aura beaucoup. Vous pouvez voter pour les questions qui vous paraissent les plus importantes, et donc on les prendra justement par ordre d'importance, et nous les partagerons bien sûr aux témoins du jour. Merci Clément pour ces petites précisions techniques. Avant d'accueillir nos témoins, on va vous expliquer un peu qui nous sommes, parce que peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Alors, Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources sur le développement territorial au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités de la région à mener à bien leurs projets de territoire sur différents sujets, que ce soit la revitalisation de centres-villes, les dynamiques d'emploi, les démarches alimentaires de territoire, la politique de la ville, et puis depuis cette année, l'inclusion numérique. Une mission d'ailleurs que l'on mène en partenariat avec le hub UBIC. Clément, je te laisse peut-être présenter UBIC. Tout à fait. Donc, côté UBIC, nous sommes une coopérative d'intérêt collectif, donc comme l'a dit Laurine, dédiée aux questions d'inclusion numérique. Nous sommes un centre de ressources dédié à cette thématique. On intervient sur la Nouvelle-Aquitaine auprès d'acteurs, somme toute, très différents, hein, que ce soit collectivités, entreprises, associations, travailleurs sociaux. Vraiment, voilà, un public très large. On accompagne, on anime, comme aujourd'hui par exemple. On forme également. Voilà. Et donc, au sein de cette mission appelée Inclusion numérique et territoire que l'on mène en partenariat, l'objectif, c'est de vous accompagner à mettre en bien votre stratégie d'inclusion numérique, donc à destination des collectivités et des acteurs locaux, en vous proposant, comme aujourd'hui, des temps un peu de débat et de réflexion autour de sujets spécifiques, mais aussi des groupes de travail où on travaille de manière un peu plus resserrée sur des problématiques que vous pouvez rencontrer. On vous propose aussi des retours d'expérience inspirants en vidéo pour vous donner un peu à voir les exemples de modes de faire en région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, tout au long de l'année, on vous produit aussi des articles, des fiches outils qui vous décryptent un petit peu les dispositifs qui existent et que vous pouvez mobiliser sur vos territoires. Donc, voilà pour nos missions. On passe au sujet du jour. Tout à fait. Je vais faire une rapide introduction du sujet avant d'accueillir nos invités et nos grands témoins. On avait pu mener ce premier semestre un premier webinaire sur les facteurs clés d'une démarche d'inclusion numérique et on avait pu voir qu'un de ces facteurs clés était le diagnostic territorial. Savoir quels étaient les besoins de son territoire, mais aussi quels étaient les acteurs qui pouvaient prendre part aussi pour répondre à ces besoins, pour accompagner les publics, les repérer, les orienter ou s'investir de manière différente. Donc aujourd'hui, on sait que concernant les besoins, certains besoins sont assez évidents. Encore en début de semaine, sortait une enquête du Monde où les défenseurs des droits locaux tiraient un peu la sonnette d'alarme sur la dématérialisation et sur le risque, enfin même pas le risque, en fait le constat de fragilisation accrue des personnes qui étaient déjà en difficulté dans leur rapport avec l'administration. Donc je pense que ce besoin-là, il est perçu un peu par tous, sur tous les territoires. C'est un peu celui le plus évident. On sait, de nombreuses études mettent en avant la corrélation entre précarité et difficulté avec le numérique. Mais pour autant, et on sait que justement ces besoins en termes d'accompagnement aux démarches administratives, d'e-administration, on sait que ça modifie aussi profondément la manière d'accompagner les publics.
On a eu l'occasion, lors du dernier webinaire, d'accueillir le sociologue Pierre Mazet, qui justement a travaillé sur cette modification du rapport à la médiation numérique dans le contexte de dématérialisation des services. Je vous invite à aller voir les travaux qu'il réalise dans ce cadre avec d'autres chercheurs dans le Lab Accès. Et pour autant, ce n'est pas non plus le seul besoin. Il y a aussi des besoins plus spécifiques, peut-être qu'on voit moins. Ça peut être par exemple des publics spécifiques. Je pense aux entreprises, aux personnes qui sont aussi en emploi, ou aux personnes âgées. Bon, ça c'est assez évident. Mais aussi des problématiques différentes. Ça peut être des problématiques au niveau de l'équipement, des problématiques au niveau de la connexion, voilà, qui appellent vraiment à avoir une connaissance approfondie, ou en tout cas déjà pouvoir commencer à savoir quels sont les véritables besoins des personnes qu'on souhaite accompagner. Et avec une difficulté majeure, qui est que, et on en parlera aujourd'hui avec nos témoins, qui est que une fois qu'on a réussi à repérer un petit peu, à savoir en tout cas quel public on souhaitait accompagner, il faut donc savoir qui aussi va les accompagner, avec une difficulté également, qui est que, je vais reprendre des chiffres du baromètre du numérique de l'édition 2019, qui date un peu, mais pour autant je les trouve assez parlants. Quand on pose la question justement à des personnes qui sont en difficulté avec le numérique, de savoir vers qui elles se tournent dès lors qu'elles ont une difficulté, je vais vous donner 3 chiffres. Donc 16% abandonnent, c'est malheureux, 40% se débrouillent, et la bonne nouvelle, c'est que presque la moitié, 44%, cherchent de l'aide. Mais auprès de qui, en fait, ces personnes cherchent de l'aide? Eh bien, en fait, on se rend compte que c'est très majoritairement auprès de la famille, des proches, et finalement à hauteur de 1 à 2% auprès d'un professionnel ou d'un bénévole. Donc, on va, je pense, aussi parler de ça aujourd'hui. Et donc, je m'arrête sur cette introduction. On voulait justement, par rapport à cette question de diagnostic territorial, qui peut paraître complexe, très vaste, on souhaitait faire témoigner 3 personnes, au travers elles aussi l'expérience de 3 territoires, pour vous éclairer, pour donner des exemples concrets, plutôt que des grands chiffres et des grandes études, comme on peut en lire de nombreuses, pour pouvoir justement vous aiguiller, vous inspirer sur les démarches que vous menez actuellement. On accueille tout de suite nos intervenants? Tout à fait. Je vous en prie. Alors bonjour à tous et merci pour votre participation, d'avoir accepté de venir témoigner de vos expériences locales. Pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs, on accueille aujourd'hui Gilles Massini, qui est chargé de mission solidarité numérique à Bordeaux Métropole, donc c'est en Gironde. C'est un territoire composé de 28 communes, plus ou moins rurales, plus ou moins urbaines, et compte environ 800 000 habitants. Ça fait environ 5 ans que la métropole a commencé sa stratégie d'inclusion numérique, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait à peine plus, quoi. Ok. D'ailleurs, tu auras l'occasion de nous en reparler. On accueille aussi Anne-Claire Dubreuil, qui est directrice de projet transformation digitale à la communauté de communes du Sicoval. C'est une communauté de communes située en Haute-Garonne, en région Occitanie. C'est un territoire composé de 36 communes, environ 80 000 habitants, et composé de petites communes rurales. Tu auras également l'occasion de nous en reparler de cette caractéristique un peu rurale. Et enfin, on accueille Benoît Clément, qui est directeur de la transformation digitale au Grand Châtellerault, situé donc dans le département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine, composé de 47 communes, pareil, un peu plus de 80 000 habitants, avec 2 villes-centres, Poitiers et Châtellerault. Je ne me suis pas trompée sur vos présentations. Donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulé de cette table ronde, on a choisi de scinder en 2 séquences ce webinaire et cette thématique du diagnostic de territoire. Une première séquence dédiée à l'identification des publics cibles, qui est concernée par la fragilité numérique, on en reparlera, et comment on fait pour les repérer sur un territoire. Et une deuxième séquence qui sera dédiée aux acteurs ressources. Qui est-ce qu'on peut mobiliser comme acteurs sur un territoire pour aider justement ces publics cibles?
Alors évidemment, ces 2 étapes sont extrêmement liées, mais on a choisi de scinder ces deux parties pour vraiment rentrer dans le détail des méthodes que nos témoins ont employées pour ces 2 étapes. Donc tout d'abord, on va parler d'identification des publics. Je te laisse la parole, Clément. Tout à fait. Donc c'est moi qui serai à la manœuvre avec nos invités sur cette première partie. Et donc on va commencer par la première question du jour, parce que voilà, on a assez parlé dans cette introduction. On va vous laisser la place à vos témoignages sur la question du qui, en fait, tout simplement. Et donc je vais me tourner vers toi, donc Anne-Claire, sur la question de quels sont les publics prioritaires, peut-être aussi de ta démarche, enfin de la démarche de ton territoire en matière d'inclusion numérique, peut-être les publics aussi les moins prioritaires, mais que vous gardez en tête. Et pourquoi est-ce que justement vous avez fait ce choix en matière justement de ciblage, d'inclusion dans cette stratégie? Alors, merci déjà pour l'invitation, hein, communauté d'agglomération, je le précise, pas communauté de communes, voilà, mais l'échelle un petit peu au-dessus. Donc, c'est un territoire, je vais peut-être remettre quelques éléments aussi de contexte sur ce territoire. Donc, c'est un territoire périurbain qui touche Toulouse, donc un territoire plutôt très urbanisé sur sa frange périphérique à Toulouse, donc avec des publics plutôt monoparentaux, publics précaires, familles. Voilà, le métro arrive et donc facilite l'accès à Toulouse. Et une partie beaucoup plus rurale, avec des petits villages de moins de 500 habitants le long du canal du Midi. Donc là, plutôt un public isolé, personnes âgées. Bon, c'est un peu caricaturé, mais pour montrer qu'il y a vraiment une diversité. Et sur le plan économique également, la partie donc périphérique à Toulouse, c'est 25% des entreprises de la grande agglo toulousaine dans le domaine du numérique, avec des grosses têtes de pont que vous connaissez peut-être, comme Sigfox ou comme Berger-Levrault, qui tirent toute l'économie numérique, donc avec une forte empreinte du numérique. Donc, juste pour rappeler aussi pourquoi on parle d'inclusion, on a mis en place une feuille de route pilotée par nos élus sur la transformation numérique. Et l'ambition générale de cette feuille de route est autour de l'innovation, de la création, la diffusion de services numériques. Et toujours avec cette préoccupation de l'usager au cœur, donc avec des processus de design, etc. Et on s'est dit, à quoi bon développer des outils si la plupart de la population, 40%, ce que nous dit à peu près les chiffres au niveau national, ne peuvent pas accéder à tous ces outils qu'on mettra en place dès lors qu'ils ont une utilité. Et donc, deuxième pan de notre politique, c'est la transition numérique, l'accompagnement de tous, donc agents, élus, citoyens, professionnels, tous les publics, des tout petits jusqu'aux seniors, parce qu'on a la compétence sociale au sein de la communauté d'agglomération. Donc, naturellement, cette compétence, ce côté inclusion est venu au croisement de notre politique économique sur fort empreinte de l'écosystème numérique et compétences sociales. Et troisième pilier, et ce n'est pas neutre dans notre manière d'avoir conduit le diagnostic, conforter la filière numérique, et avec une ambition autour d'un numérique responsable, durable, éthique, souverain, qu'on accompagne le plus fortement possible. Donc, cette feuille de route a orienté aussi les choix qu'on a faits en matière d'inclusion numérique. Alors, pour répondre à ta question de manière plus précise, mais c'était important de donner quand même des éléments de contexte, on a mis en place, et ça aussi je vais insister là-dessus, c'est-à-dire que même si on n'a pas les moyens, même si on n'a pas on ne fait pas appel à un consultant, même si on n'a pas forcément toutes les ressources en interne, on peut mener des diagnostics d'inclusion avec les ressources que l'on a, même si on est une petite collectivité. Nous, on a tout fait avec les moyens du bord, on va dire, avec une feuille de route pour ma part qui venait d'une signature avec Mounir Majoubi, à l'époque délégué au numérique au niveau national, avec qui on avait signé Territoire d'action numérique inclusive, donc ça a donné une forte impulsion. Mais on a fait le diagnostic tout seul, à partir de plein de briques différentes, donc, qui nous ont permis vraiment d'aller en profondeur sur le terrain avec des étudiants aussi. Quand on a peu de moyens, les étudiants sont toujours à la recherche de stages, et là on a mobilisé pas mal d'équipes d'étudiants et Sciences Po et l'université Jean Jaurès pour aller au plus proche, et des élus, avec des enquêtes auprès des élus et des 36 communes, pour savoir ce qui se faisait tout simplement dans leur commune, comment ils percevaient cette question de l'inclusion numérique, des publics qui étaient en difficulté. On a mené également une enquête avec une étudiante donc, du Mirail qui est allée sur le terrain, et elle a rencontré les MJC, les centres sociaux, les CCAS, toutes les structures qui potentiellement pourraient faire de l'inclusion numérique, mais qui n'étaient pas forcément encore bien au fait du sujet, mais ça les a acculturés au sujet, et ça les a alertés sur le fait qu'ils pouvaient devenir des acteurs de médiation, parce que finalement, il y avait très peu d'acteurs officiels
de la médiation numérique, à part quelques associations. Et ensuite, on a mené, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur le public les plus éloignés, une enquête avec la Poste. On a fait aussi des démarches d'entretien avec une cinquantaine d'acteurs du public, du privé, associatif, institutionnel, qui aujourd'hui composent notre périmètre d'acteurs autour de l'inclusion numérique et nous permet d'agir en mobilisant des financements notamment ou en étant territoire d'expérimentation pour un certain nombre de ces acteurs. On a également travaillé avec une petite start-up qui s'appelle Freya Games, qui nous a fait une borne arcade spécialisée sur l'inclusion numérique. Et un enfant et un senior jouent, ce qui nous permet de récupérer de la donnée. Et en même temps, ça permet de sensibiliser sur la question du numérique et de l'évolution du numérique et des usages numériques. Et c'est cette enquête qui nous a servi aussi avec la Poste, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà, ce diagnostic nous a permis d'élaborer notre stratégie et donc de décliner sur le territoire. Et justement, pour aller peut-être un peu plus en détail, parce qu'en effet, on parlera juste après du comment mobiliser ces publics. Finalement, en synthèse, quels sont finalement ces publics prioritaires? Est-ce que donc c'est la population de manière... Enfin, qu'est-ce qui est ressorti des enquêtes avec ces étudiants? Est-ce que c'est la population de manière générale? Est-ce que c'est les personnes auxquelles on s'attendait, comme je le disais en introduction, les personnes en situation de précarité, les personnes âgées? Ou est-ce que voilà, vous avez dit, tiens, il y a peut-être d'autres personnes? Alors oui, en effet, les publics, on n'est pas différent sur le Sicoval de ce qui se passe au niveau national. Hein. C'est les publics isolés, les publics précaires, les publics seniors, beaucoup les publics seniors, forcément puisqu'on a aussi un public donc, dans la ruralité. Mais également la crise sanitaire a révélé des publics qu'on n'avait pas forcément identifiés tout à fait au départ, notamment les artisans, les commerçants qui se sont... confrontés à la crise sanitaire et des difficultés pour pouvoir mener leur activité. On a développé un outil qui s'appelle Click and Go plutôt, pour les commerçants, et on s'est rendu compte que la plupart n'étaient pas en capacité d'alimenter l'outil, de le faire vivre, etc. Donc, on a un partenariat avec la Chambre de commerce aujourd'hui pour mener des actions de consolidation après les actions de formation que mène la Chambre de commerce avec nos conseillers numériques pour aller vers ces publics-là. Donc oui, il y a des publics qui sont peut-être a priori moins identifiés. En tout cas, nous, notre politique publique, on se dit, on doit d'abord aller vers les précaires. Les fonds publics doivent aller d'abord vers les précaires, mais ensuite, il y a des publics qui sont quand même en difficulté sur le plan de leur activité économique. Il faut aussi les prendre en compte dans la stratégie générale. Merci beaucoup Anne-Claire. Je me tourne maintenant vers Gilles. Donc, je sais que Bordeaux Métropole a récemment mis en place le projet Aladdin, ce qui est l'aboutissement d'un travail de longue haleine et à la fois de manière, en termes d'intensité de travail et de temps de travail, qui a été conventionné avec la stratégie régionale de lutte contre la pauvreté. Voilà, je voulais que tu nous en dises un peu plus alors sur ce projet-là qui est l'aboutissement d'un travail, donc sur ce travail qui a été mené sur l'identification des publics jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors je ne vais pas m'éterniser sur Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, c'est une ville-centre, Bordeaux, et puis autour 28 communes. Et dans la métropolisation, en fait, le numérique a été métropolisé, enfin, a été mutualisé pour 14 des communes qui n'ont plus en soi la compétence numérique, puisque c'est maintenant la métropole qui les a récupérés, mais qui a récupéré la compétence informatique et qui traite tous ces sujets-là, même si il y a des liens évidemment permanents entre ces communes-là. Ceci étant, nous, sur notre sujet particulier, on ne traite pas avec 14 communes mutualisées, mais bien avec les 28 communes de la métropole. Donc, on le disait, à peu près 800 000 habitants. On a une antériorité dans notre réflexion qui date de 5 ou 6 ans, ou 7, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. On a en fait commencé par faire un livre blanc. Alors, à l'époque, on était à Bordeaux, enfin, notre petite équipe là était à Bordeaux. Elle n'était pas mutualisée encore, et on a fait le livre blanc de la solidarité numérique, on avait appelé ça comme ça à l'époque, sur la ville de Bordeaux. Alors, notre idée, c'était d'y voir un petit peu plus clair sur qui étaient les acteurs, quelles étaient les pistes, enfin, où c'est qu'on pouvait aller et quels étaient les éléments saillants en fait, de notre réflexion. Nous avons consulté plus d'une centaine d'acteurs. Alors, il y avait des acteurs du numérique, des acteurs du social, beaucoup, des assistantes sociales. Et en fait, on était sur quelques acteurs privés, assez peu. Et on était en fait sur une couche intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas contacté et on ne s'est pas concerté avec les organes de direction ou les élus, ni avec la population elle-même. On était sur cette frange intermédiaire. Et on s'est aperçu de plusieurs choses et on en a tiré des conclusions.
qui reste un peu notre feuille de route depuis ce moment-là. La première chose, c'était que le public dont on parlait, qui était notre cible, et notre cible, elle s'est avérée aussi être prioritairement sur l'accès au droit et sur des problématiques fortes de fragilité sociale. Alors, on a un peu ouvert depuis, hein, mais voilà, le cœur de notre métier, il reste encore, hein, était celui-là. Ce public-là, en fait, on n'avait pas les moyens. Je vous rappelle qu'on travaillait à la Direction générale du numérique et des systèmes d'information, donc on n'était pas en action sociale, proprement dit. On ne connaissait pas ce public et en fait, il fallait passer par un intermédiaire qui était évident, qui étaient les acteurs sociaux. Acteurs sociaux du public, acteurs sociaux associatifs, pour arriver à contacter ces publics-là, à les toucher, à les accompagner, à les connaître. Et donc, ça, c'était clairement identifié. Parallèlement à ça, on s'est aussi aperçu que l'action sociale était assez peu outillée pour parler de ces sujets-là. Il y a en général un grand écart entre le social et le numérique. Chacun se méfie un peu de l'autre. Le social disant je ne voudrais pas que le numérique, c'est quand même de la relation humaine, je ne voudrais pas que l'informatique vienne augmenter les distances avec nos acteurs. Et donc, il a fallu aussi avoir non seulement des messages autour de ça, mais surtout des actions. En l'occurrence, on a mis en place, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, une formation pour ces acteurs sociaux pour les monter en compétences. Et on s'est aussi aperçu que dans les personnes que nous avions rencontrées, mais aussi de manière un peu plus large de ce qui était remonté de ce livre blanc, qu'en fait les publics ne se connaissaient pas, les acteurs ne se connaissaient pas, qu'il n'y avait pas d'annuaire, qu'il n'y avait pas, enfin voilà. Et donc on s'est servi en fait de ce livre blanc pour construire deux démarches qui nous paraissaient un petit peu fondamentales au départ. La première, c'était de faire un annuaire, alors on n'a pas appelé ça comme ça, mais en fait, c'est grosso modo ça, c'était le guide des lieux ressources numériques, donc qui fait quoi sur le territoire, en fait, et où, qui fait quoi et où. On en parlera, je passe après, et ensuite de former les acteurs sociaux. Donc voilà, en termes d'historique, on a commencé par là, et on a monté ces actions, et on a connu effectivement des acteurs en fait de terrain, avec qui on a fait quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir un groupe, alors nous on appelait le groupe Inclusion numérique de la métropole, donc des gens de terrain avec qui parlent de ces sujets-là, parce qu'en fait on s'est aperçu qu'aussi on ne parlait pas le même langage entre la CAF, une association, et un acteur public, on ne parlait pas de la même chose quand on parlait d'inclusion numérique. Et donc il fallait parler de la même chose, il fallait être conscient qu'on avait au moins la compréhension de ce que faisait l'autre sur ces sujets-là. On en parlera aussi de cette coordination intra-acteurs. Voilà, je suis un petit peu en avance de phase, mais c'est parce qu'en fait, historiquement, on n'a pas commencé effectivement tout à fait en bas. Mais ça nous a permis effectivement de nous attaquer en fait, au bas de la pyramide, en fait, qui est effectivement ce qui nous faisait un peu peur au départ, hein, de s'attaquer en fait, aux personnes en difficulté, parce qu'on n'est pas vraiment armé pour ça. Mais le fait de connaître les associations et d'avoir un peu structuré un peu le secteur intermédiaire nous a permis de faire ce projet Aladdin, dont on parlait, mais ce n'est pas le seul. Qui va toucher les populations. Donc, on est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et en fait, l'idée, et c'est un point d'entrée, et je pense que voilà, il faut à terme qu'on réfléchisse de manière beaucoup plus vaste à ça. On s'est dit qu'on allait former 3000 pauvres, il faut les appeler comme ça, parce que c'est la lutte contre la pauvreté, 3000 personnes en difficulté sur un point qui nous paraissait essentiel et qui nous paraissait clé, c'est la messagerie, avec des problématiques un peu connexes sur l'identité, et la sécurité, mais essentiellement sur la messagerie. Donc, on a mis ça en place. Ça nous oblige effectivement à structurer, à connaître ce secteur-là, enfin, à commencer à le connaître, et on a mis en place des outils pour essayer de le connaître. On est en train de mettre en place l'Observatoire des inégalités numériques, et donc, en fait, on aimerait connaître, alors complexe, hein, parce qu'il va aussi faire des enquêtes de terrain. Les chiffres nationaux n'arrivent pas à nous convaincre, et les process déjà existants et les chiffres n'arrivent pas à nous convaincre complètement. On voudrait connaître sur quel type de population en fait il faut agir, et aussi géographiquement sur tel secteur. C'est un territoire métropolitain, mais qui n'est pas homogène, sur lesquels il y a une ville-centre très urbaine, bien évidemment, mais il y a aussi des territoires, comme tu disais tout à l'heure, périurbains. C'est vraiment une étape où vous êtes en plein dedans, en fait, de l'identification. Alors, on est effectivement en plein dedans, et alors on est en plein dedans en phase amont, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore sur l'enquête de terrain, c'est-à-dire qu'on est en train de voir quelles données on pourrait utiliser, comment les structurer pour connaître ce public-là. Alors, on sait qu'il y a des publics, les femmes seules sans enfants, les personnes sans emploi, les personnes seniors,
seniors, les jeunes sans diplôme. Enfin, voilà, on connaît certaines populations, mais en fait, on est capable de donner des grands titres, mais pas de les identifier ni localement, ni en termes de proportion de la population. C'est le chantier qui vous attend. Exactement. Merci, C'est passionnant. merci beaucoup, Gilles. Et pour terminer sur cette première séquence du qui, je me tourne vers toi, Benoît, donc avec une démarche qui est un peu plus récente que Anne-Claire ou Gilles ici présent. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur là où vous en êtes sur ce travail autour des publics, s'il a commencé, s'il est justement mené peut-être un petit peu en parallèle comme Gilles, j'imagine. Oui, Grand Châtellerault, c'est une commune c'est une agglomération, pardon, une communauté d'agglomération qui est beaucoup plus modeste que celle de Gilles et d'Anne-Claire. Grand Châtellerault, donc c'est tout au nord de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, 90 000 habitants, 47 communes, avec une ville-centre qui est Châtellerault. Poitiers est une autre EPCI. Et donc l'idée, c'est que c'est un territoire aussi qui est fortement industriel, donc c'est le deuxième bassin industriel de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a un public qui est aussi très large, donc avec une ville-centre avec ses QPV bien évidemment, et puis c'est un quartier politique de la ville, pardon, je précise, et puis des communes qui sont de différentes tailles, donc on a des communes de 100 habitants et des communes de 4000 habitants, donc c'est assez vaste. Donc ce périmètre-là, effectivement, aussi avec une volonté politique forte dès le départ en fait du mandat qui a commencé l'année dernière, où moi je suis arrivé à peu près à ce moment-là aussi, volonté forte de s'adresser à tous les publics, donc effectivement, et pas que, les précaires bien évidemment, donc toute la question des droits et l'accès aux droits bien évidemment, mais aussi toute la partie salariés, commerçants, donc une volonté forte aussi de s'adresser vraiment à l'ensemble des publics correspondants pour cette question-là. Nous, on a commencé effectivement dans le cadre du schéma directeur que je porte, donc le schéma directeur de la transformation numérique. On a un axe fort sur l'inclusion numérique et cet axe a commencé bien évidemment par une phase de diagnostic autour de l'indice de fragilité numérique, qui est un outil qui en soi qui permet d'avoir une vision, même si c'est un outil statistique qui est existant, mais ça nous permet de voir quand même les zones qui sont essentiellement en difficulté. On avait une idée sur la question, évidemment, les villes qui sont les communes qui étaient proches en périurbain, justement, aller mieux que celles qui étaient plus rurales et plus éloignées de la ville-centre, mais en même temps les quartiers politiques de la ville, on voyait bien qu'il y avait une difficulté par rapport aussi à ces quartiers-là. Donc voilà, on a traité ça de façon globale, et puis on a travaillé surtout à rencontrer, donc on a fait un tour des communes. J'ai pas fait les 47 à mon arrivée, c'était trop compliqué, mais avec mon élu Hubert Prey, on a pu en faire au moins une trentaine dans la première année, en tout cas, où je suis arrivé en 2020. Et donc, quand tu dis rencontrer les communes, c'est rencontrer les maires, les élus principalement, les élus et les populations, donc justement pour voir aussi, et aussi en même temps, à partir des élus, en fait, on a été voir les associations pour aller voir justement les publics et connaître leur public correspondant. Donc on est passé à ce travers-là, en fait, à ces différents filtres intermédiaires, on a pu aussi toucher les publics et donc voir un petit peu, diagnostiquer là où il y avait des difficultés et là où on devait aussi intervenir plus massivement qu'à d'autres endroits. En fait. C'est très clair. Écoute, merci beaucoup. Donc, on comprend quand même au travers de vos interventions respectives, il y a quand même une volonté quand même d'un accompagnement général. Alors avec des cibles. Ce terme ne me plaît pas beaucoup, mais bon, des cibles un peu prioritaires justement. Et on en a parlé des personnes sur une précarité. On a commencé justement à toucher du doigt sur le comment justement. On a parlé d'outils nationaux comme l'indice de fragilité numérique, voilà, dont on vous met le lien dans le chat, qui en effet est un outil statistique qui peut avoir ses biais, mais qui a le mérite en fait, voilà, de donner clairement de premiers indices sur justement cette avec différents niveaux de chiffres, différents indicateurs sur les possibles vulnérabilités d'un territoire qui méritent ensuite d'être investiguées. Les démarches que vous avez, me semble-t-il, tous menées sur vos territoires respectifs. Et donc, tu as commencé justement, Anne-Claire, à nous parler de l'indice de fragilité numérique, d'une certaine borne de jeu aussi. Voilà, la seconde question qu'on souhaitait aborder après le qui, c'est un peu le comment, par rapport aussi à la question que j'ai posée, enfin le chiffre que j'ai posé un petit peu en introduction. Comment est-ce qu'on fait finalement aussi pour aller vers ces publics, leur donner envie, les mobiliser aussi. Maintenant, une fois qu'on se dit, bon, c'est vrai, tiens, ce quartier politique de la ville, cette ville qui est un peu plus isolée que les autres dans mon EPCI, comment est-ce que finalement je les mobilise à travers qui? Ça va nous amener aussi avec la question des structures relais, je pense. Voilà, donc Anne-Claire, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, on parlait de l'indice de fragilité numérique, donc je corrobore, parce qu'en fait, on a expérimenté avec le SGAR Occitanie quand ça a été réalisé il y a déjà maintenant près de 2 ans et demi, 3 ans. On l'a expérimenté sur le territoire avec l'ambition en fait d'identifier les poches
Alors, c'est un risque, c'est pas avéré, hein, donc je vais expliquer comment on a essayé d'aller conforter ça par du qualitatif, mais en tout cas, du point de vue statistique, c'est en ligne, c'est ouvert, et ça sera encore amélioré, et c'est encore améliorable, donc n'hésitez pas à contribuer à l'amélioration de cet indice. C'est un outil pédagogique, en fait, qui permet vraiment de mobiliser les élus en leur disant, bah voilà, là, il y a des risques, et par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, il y a une zone où il y a beaucoup d'étudiants, et donc, les étudiants sont en risque de fragilité numérique, même si la réalité peut montrer que certains sont très à l'aise, mais d'autres peuvent être en grande difficulté. Et donc, en fait, les élus étaient surpris de se voir apparaître en rouge, et on leur a expliqué qu'il y avait une grosse communauté d'étudiants et que les étudiants étaient aussi une population qui pouvait être en risque. Et donc, en fait, c'est vraiment un outil pédagogique. Et quand on le croise avec l'offre, ça permet d'identifier vraiment l'endroit où il faut aller au plus près parce que finalement, il n'y a pas d'offre et il y a des risques. Donc, c'est intéressant comme outil de base. Quand on démarre une démarche de diagnostic, c'est ouvert et c'est complètement accessible à tous. Ensuite, on a voulu le qualifier, c'est-à-dire que c'était un indice qui révèle des risques. On a voulu le qualifier sur le terrain et on a eu un partenariat, enfin une prestation plutôt avec La Poste, le groupe La Poste, qui est venu nous rencontrer dans le cadre des entretiens qu'on faisait. On les a rencontrés et on s'est dit tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant par rapport à l'inclusion. La Poste est un tiers de confiance. On lui ouvre facilement la porte, peut-être plus facilement qu'à l'IFOP ou à d'autres enquêteurs. Et donc, ils ont intégré sur leur application smartphone, Smarteo, qui est l'outil des facteurs, une enquête qui a été réalisée donc, par, je parlais tout à l'heure de Freya Games et donc de Savoir Devenir, qui sont nos interlocuteurs sur la borne Arcade. Donc, c'était la même enquête qu'on a retravaillée ensemble autour des usages et uniquement autour des usages. On ne demandait pas aux gens s'ils avaient Internet, on ne demandait pas s'ils avaient un poste informatique, juste communiquer, s'informer, acheter en ligne. Est-ce que c'est des choses que vous souhaitez apprendre? Non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué, j'en ai pas besoin. Et on a pu poser comme ça 20 questions. Il y a eu 90% de taux de retour et sur des cibles qui avaient été identifiées, les plus de 70 ans et les ménages précaires. Donc, sur des bases de données que détient La Poste, on avait ciblé, on a bien sûr vérifié toutes les questions RGPD, on a fait toute une procédure pour s'assurer que les personnes qu'on allait enquêter étaient bien d'accord et avaient bien donné leur consentement. Et on a donc aujourd'hui des fichiers de 454 personnes sur 9 communes. Et donc, ces personnes, à partir du moment où elles nous ont dit qu'elles étaient appétentes, on va leur écrire. Dès lors qu'on monte une action sur une commune, on fait un courrier commun entre le CICOAL et la mairie en disant, écoutez, lors de l'enquête avec la Poste, vous nous avez dit que vous étiez intéressé pour apprendre, sachez qu'il y a une action qui se monte à côté de chez vous. Et on en fera l'évaluation, mais on espère qu'un certain nombre de personnes non connues, non identifiées, non repérées, n'allant pas dans les associations, n'allant pas au CCAS, peuvent profiter de ces offres-là. Donc voilà, croiser une dimension statistique générique de risque avec des enquêtes qualitatives de terrain qui permettent de pondérer la partie statistique. Merci beaucoup, c'est très clair et je vais revenir vers toi, Benoît, cette fois-ci, justement par rapport à cette démarche de mobilisation, dans un contexte aussi, on n'en a pas trop parlé en introduction, mais donc là on est sur les questions, sur la démarche qui a été menée, mais aussi un peu se projeter, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, il y a un dispositif, je pense qu'on est tous au courant ici autour de la table et en face de votre écran, qui est le dispositif des conseillers numériques France Service, sur lequel il sera aussi possible de s'appuyer pour mener ces démarches. Je crois que c'est aussi ce qui est un petit peu prévu. Donc voilà, je te laisse la parole sur cette démarche de repérage, mobilisation des publics. C'est ça, nous, on a trois axes sur cette partie-là. En tout cas, la première, c'est la prescription. Donc, c'est tous les acteurs qu'on identifie comme prescripteurs, en tout cas, qui peuvent identifier justement des publics cibles, qui sont en contact régulièrement. Donc, les CCAS, la CAF, Pôle emploi, les missions locales, par exemple, les associations aussi qui sont spécifiques. Donc, elles repèrent, effectivement, et elles peuvent, en tout cas, diagnostiquer un besoin par rapport à une fragilité numérique. On a un axe, effectivement, autour de la communication. Donc, on va essentiellement, là, qu'on a communiqué auprès du journal de l'agglomération, donc c'est en novembre. On va continuer sur cette démarche-là avec un dossier qui sera en début d'année prochaine. Et évidemment, après le moment où on sera prêt, en tout cas, d'une certaine démarche avec les conseillers numériques notamment, on communiquera plus largement dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, par rapport à cette démarche. Et puis, effectivement, les conseillers, pour nous, ils bougent. Enfin, c'est pas l'idée de l'équipe en fait qu'on a de conseillers numériques qui sont rattachés à l'agglomération, c'est bien effectivement de cette chance, en tout cas qu'on a eu, de pouvoir avoir 4 recrutements, c'est de pouvoir justement les positionner comme diagnostiqueurs et donc
de les positionner dans des endroits cibles, en tout cas à différents endroits, et faire du repérage. Donc on a fait une enquête auprès de l'ensemble des communes, des maires des communes, et pour demander si effectivement il y avait des moments de passage, donc marché, supermarché, lieu de vie, en tout cas lieu de passage, et lieu de croisement des populations, événements particuliers. Là, Noël va approcher, donc les fêtes de Noël qui vont approcher aussi, et potentiellement planter en fait un cacamono des conseils numériques, et justement pouvoir rencontrer les publics, sensibiliser justement à la question de l'inclusion, et puis de dire est-ce que vous avez un souci, quel est votre usage justement par rapport au numérique, et puis voilà, faire un premier en tout cas tour des différentes communes pour repérer, pour avoir la matière, pour déclencher ensuite des actions spécifiques sur le territoire, soit par nous, soit par des acteurs de la présence sur le territoire. Et est-ce que vous avez déjà pu avoir justement un premier retour de ces premières actions menées avec justement notamment le premier élément que tu évoquais, la question de la prescription. Ouais. Est-ce que voilà, les acteurs relais, prescripteurs, voilà, sont sensibles à ces questions-là? Alors c'est déjà le cas, il y a déjà des acteurs qui sont en lien, Pôle emploi envoie à différentes maisons de quartier en fait, des personnes parce qu'ils savent qu'il y a une permanence qui est faite toutes les semaines et qui au début était sur une demi-journée et vu l'ampleur du nombre est passé sur une journée entière. Donc il y a déjà ce phénomène de relais en tout cas qui se passe entre les différents acteurs, donc les acteurs se connaissent, le CCAS envoie aussi à ces acteurs-là aussi. L'idée maintenant c'est que ça puisse faire à une échelle plus large et donc qu'on ait effectivement un système aussi qui fonctionne et qui n'est pas forcément lié uniquement à un seul acteur qui du coup va être engorgé à un moment donné, mais peut-être à un réseau global qui puisse justement être aussi au plus proche des habitants, parce que c'est ça la problématique aussi qu'on a, c'est qu'on envoie systématiquement aux mêmes acteurs, mais du coup, si on réfléchit à une échelle plus agglomération, là ça va poser un souci, parce que c'est toujours, on va faire venir les gens systématiquement dans la ville-centre, vu les niveaux de déplacement et les difficultés qu'il y a sur les publics. Des enjeux forts d'interconnaissance et des questions de freins périphériques, enfin la question de la mobilité qui est on centrale. parlera sur les parties d'acteurs, effectivement. Et Anne-Claire, j'imagine aussi sur un territoire rural, sur l'itinérance, une dimension particulièrement importante. Sur cette question justement d'interconnaissance, Gilles, on va finir cette première partie avec toi, justement, où tu as pu commencer à nous l'évoquer, justement, s'appuyer sur les acteurs relais, en fait, tout simplement pour être au plus proche des personnes, des publics prioritaires, justement, de cette stratégie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus concrètement, finalement, sur qui est-ce que vous êtes appuyé, les autres actions aussi que vous avez pu mener sur l'identification, ce qui a peut-être aussi pas marché, peut-être? Oui, il y a des choses qui ne marchent pas et qui sont extrêmement intéressantes pour ne pas refaire la bêtise ou en tirer des conclusions. En fait, on a un réseau d'acteurs alors qui s'est monté au fil du temps à partir de la convention cadre de la politique de la ville sur lesquelles on avait une action qui s'appelait favoriser l'inclusion numérique et qui a permis à un moment donné en termes de compétences de dire voilà, on peut animer l'inclusion numérique à partir de ça. Et en fait, on a monté un petit groupe qui était de 5 ou 6 personnes au début pour parler de ces sujets-là. On est 160 maintenant de ce groupe-là. Et donc, ça nous permet d'avoir quand même des antennes sur à peu près tous les acteurs intermédiaires, qui soient ceux des collectivités, des associations, des opérateurs, etc. Et c'est extrêmement intéressant parce que pour nous, c'est des points d'entrée dans toutes ces structures-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a une connaissance fine en fait, de ce qui se passe sur le territoire. Mais on commence à en avoir... on connaît les acteurs principaux, je pense qu'on doit connaître 90% des acteurs principaux. Alors il y a ceux des conseillers numériques qui se greffent là, parce que par opportunité, il y a aussi à un moment donné des collectivités ou des associations qui ont dit je veux un poste de conseiller numérique, avec un petit projet derrière, peut-être pas suffisant, et qu'il va falloir consolider, qu'il va falloir harmoniser. Il y a quand même, pour connaître ce public-là de manière assez fine, et le projet Aladdin va nous permettre aussi d'aller dans ce sens-là, et l'Observatoire aussi, on va s'appuyer aussi sur des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude de contacter. Alors, tu citais la Poste tout à l'heure, Anne-Claire, effectivement, on a assez peu travaillé avec la Poste, on les connaît, on sait ce qu'ils font. Mais la Poste, c'est une grosse nébuleuse, hein, donc on sait les outils, par exemple, mais on n'a pas travaillé sur les personnes que vous pouvez contacter la Poste. Mais il y a aussi tout un volet extrêmement important, par exemple, qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaît d'ailleurs toujours pas, c'est tout ce qui était action caritative. Donc les Emmaüs, le diaconat, la Croix-Rouge, enfin voilà, tous ces acteurs-là, en fait, qui chez nous sont un peu éloignés des problématiques d'inclusion numérique, mais qui ont un gros potentiel, en fait, pour nous fournir des personnes en difficulté et pour aller les chercher et les connaître mieux. Donc là, c'est la prochaine phase du projet, c'est vraiment d'aller connaître ces acteurs, de travailler avec eux et de voir les interrelations qu'il pourrait y avoir entre nous. Et puis, on a aussi la chance, c'est vrai, de voir arriver sur le territoire 45 conseillers numériques.
dont 22 sont dans les communes chez nous et 23 dans les associations. Alors c'est vrai que ça n'a pas été construit, ces 45, de manière très pensée, puisqu'en fait chacun pouvait postuler un peu comme il le désirait, et ils ont eu des postes ou pas selon des critères que nous ne connaissons pas. Et donc, il faut un peu rattraper le coup maintenant, parce qu'effectivement, il y a des trous dans la raquette. On se dit aussi, et ça, c'est une vraie inquiétude, c'est qu'il y a peut-être des conseillers numériques qui vont être en sous-utilité, et ils vont risquer de partir ou de faire autre chose, hein, la nature horreur du vide. Et donc, il va falloir, et heureusement, on a un poste de coordination pour ça. Elle s'appelle Sarah Gillery, elle a été employée aussi dans le cadre de ces conseillers numériques avec des compétences quand même bien supérieures aux conseillers numériques de base. Et elle va harmoniser et elle va essayer de créer des liens. Donc, on a plein de pions comme ça sur l'échiquier. Et l'idée, c'est de créer des liens, effectivement, entre les structures qui ont des conseillers numériques, ceux qui n'en ont pas, les communes, les actions, les projets, etc. Elle a du travail. Tant mieux. On va peut-être passer à un petit temps de questions. N'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes vos questions sur cette première séquence d'identification des publics. Pour nos témoins, on a une question de Valérie Tallet. Quelle réponse pour les personnes qui travaillent et qui rentrent tard et qui sont éloignées du numérique? Question d'horaire du coup. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Moi, j'ai peut-être un élément de réponse, notre conseillère numérique, parce qu'on en a une, qui va itinérer, qui va coordonner le réseau. On va lui demander de travailler le soir et le week-end, parce que finalement, c'est sûr que si on fait des ateliers que dans les heures ouvrables, forcément, on n'aura toujours que des seniors ou des inactifs. Mais en effet, il y a des personnes qui peuvent être en difficulté par rapport au numérique et qui ne sont pas disponibles en journée. Donc, il y a un vrai enjeu à structurer une offre, mais c'est vrai qu'on faut vraiment se la poser d'emblée quand on met en place un dispositif d'inclusion numérique qui réponde à l'ensemble des publics que l'on souhaite viser. Donc, le week-end, le soir, et pourquoi pas sur des manifestations aussi, parce qu'il y a un vrai enjeu d'acculturation un peu ludique, là, je voyais dans les questions, etc., sur des places de village, dans les marchés, dans les fêtes, etc. Ça veut dire aussi être là le week-end. Mais voilà, la collectivité aussi doit garantir que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là soient disponibles sur des horaires où les gens en ont besoin. Voilà. Des horaires de restauration pour les conseillers numériques. Non, et puis il y a des lieux qui sont, des équipements qui sont ouverts les week-ends, par exemple. La bibliothèque, par exemple, nous, sont ouverts systématiquement tous les week-ends. Je crois que c'est partout pareil. Donc ça fait partie des lieux aussi qu'il faut qu'on réussisse à faire identifier et investir, même si c'est pas forcément facile de franchir la barrière d'une médiathèque, enfin les portes d'une médiathèque. Mais il faut avancer dans ce sens-là, je pense. Et puis, il y a aussi des lieux existants. Je pense qu'il y a aussi un mix à trouver entre ceux qui existent déjà et puis les conseillers numériques qui viennent d'arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font aussi des fois le même travail, où ils sont appelés à faire le même type de travail. Il faut une certaine coordination qui doit attirer au-delà en fait, des conseillers numériques. Et puis, il y a aussi une chose quand même qui ne joue pas en notre faveur, c'est que chaque structure a été libre du contrat de travail qu'il a passé avec le conseiller numérique. Et on peut imaginer qu'il y a des structures où il n'est pas prévu que le conseiller numérique travaille le week-end. Par contre, il peut y avoir des associations ou d'autres communes où effectivement, ils ont peut-être pensé à ça et ils l'ont mis dans le contrat initial. Et ça nous échappe un petit peu. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir très vite aller comprendre et savoir en fait de qui on peut se servir et quand. Et ce qui est extrêmement important aussi, c'est vraiment un gros travail, ça va être aussi la cartographie de ces conseillers numériques. C'est-à-dire, en fait, parce que si on arrive à avoir une cartographie assez fine pour dire tel conseiller numérique est actif dans tel secteur, de telle heure à telle heure, et s'occupe même de tel typologie de sujet, on aura gagné. Parce que ça sera beaucoup plus facile de communiquer là-dessus. Pour le moment, c'est compliqué de communiquer, hormis de manière très générale sur ces super, ils existent, quoi. Et la question clé qui est posée par Lisiane Mathieu, quel dispositif de financement de ce diagnostic? Comment on finance tout ça? Nous, en l'occurrence, donc on l'a fait avec nos moyens du bord, donc avec notre RH personnel. Après, je pense que là, c'est peut-être à Ubique de répondre, mais le FNADT ou d'autres, notre plan de relance, je ne crois pas avoir vu quoi que ce soit sur le plan de relance par rapport à ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les CRTE, les contrats régionaux de transition écologique, qui sont en cours de déploiement dans les territoires et qui sont des lieux, enfin des documents cadres dans lesquels on peut organiser toute la transformation numérique, dont l'inclusion numérique. Et le diagnostic fait partie
des démarches d'inclusion numérique. Voilà. Et si vous le faites avec vos ressources propres, malgré tout, c'est pas, voilà, ça veut dire mobiliser de la RH, mais ça peut se faire aussi sans moyens supplémentaires, sans subvention. Et il ne faut pas attendre peut-être d'avoir tout bouclé pour avancer. C'est qu'à Bordeaux, vous avez démarré par des actions et vous construisez un peu plus la stratégie aujourd'hui, mais ça peut être aussi un moyen d'avancer sans attendre que tout soit structuré autour. Enfin, on a tous fait avec des bouts de ficelle jusqu'à présent, clairement, le moyen du bord. Donc, on a répondu à des appels à projets de l'Europe, de la région ou de la FNIC, ou etc., qu'on a remporté ou pas. On a essayé d'aller tirer des fonds à droite-gauche en interne dans les petites, les petites interstices qu'on nous laissait. Là, on a eu quand même la chance, enfin, je ne voudrais pas dire ça, le Covid nous a permis d'avoir des périodes de confinement où effectivement les problématiques d'inclusion numérique ont été remontées au premier étage et autant à un moment donné il fallait un peu prendre son bâton de pèlerin pour aller porter la bonne parole en disant faites de l'inclusion numérique, c'est important, vous regardez cette frange de la population on connaît assez mal mais quand même qui est importante, autant là on n'a plus ce bâton de pèlerin, là en fait on se fait appeler, enfin moi c'est évident, en 2 ans une grosse différence, on se fait appeler en disant quelles sont les solutions, comment on fait quoi. On en est sur voilà, pas pour est-ce qu'on le fait mais comment on le fait, et donc du coup nous on a la chance d'avoir moi j'étais un peu tout seul à travailler, enfin avec deux collègues qui ne travaillaient pas exactement sur la même problématique, maintenant on est 3 et le budget a été multiplié par 3 aussi et ça en fait assez rapidement, enfin je veux dire ça la jalousie des autres directions qui disent comment ça se fait que ce volet-là, bon, on était assez pauvres, hein, donc ça va, mais quand même, en interne, ça a pris corps. Voilà, on a eu même une délibération récemment en mettant l'inclusion numérique dans le premier champ en fait d'intervention de notre collectivité. Donc ça ne peut qu'aller mieux. Après, c'est vrai que on reste encore assez déstructuré sur les interventions de l'État et de l'Europe. Alors de l'Europe, espérons que on a construit, et Clément y était, enfin les acteurs, un certain nombre de acteurs y étaient, on a participé à l'élaboration en particulier du FSE, parce qu'en fait on est sur quand même souvent du financement de fonctionnement. On ne sait pas ce qui va en sortir, hein. Enfin, on a vu les premiers drafts, mais on ne sait pas exactement comment ça va être traité. J'espère qu'il y aura un gros volet quand même inclusion numérique sur le FSE. Et quant au financement État, le plan de relance, c'est du one-shot. Derrière, on ne sait pas ce qu'il y aura, et je pense qu'on a 1 an et demi pour en fait construire avec l'État et participer effectivement à la réflexion sur des financements de type droit commun sur lesquels on pourra avoir une petite visibilité quand même sur l'inclusion numérique, enfin, sur l'inclusion numérique. Donc, Merci Gilles. Il reste encore 2 questions, je vais me permettre d'y répondre rapidement parce que ça concerne moins le sujet. De manière générale, sur la question des financements, on a sorti justement dans le cadre de notre partenariat appelé Q&A Ubique une fiche sur les financements inclusion numérique à destination des structures publiques, mais aussi à destination des structures privées. On y retrouve les questions de fonds européens qui viennent juste d'être évoquées et également de FNADT, qui est, si je ne me trompe pas, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, qui est géré par l'État au niveau des préfectures et qui peut justement financer des démarches d'aménagement du territoire qui ne rentrent pas dans d'autres dispositifs de dotation publique. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est l'objet de notre prochain groupe de travail. Et l'objet de notre prochain groupe de travail dont on vous annoncera la date, exactement. Et également, 2 autres questions rapides sur la question des projets de littératie numérique, des projets numériques en matière de santé. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses en France de manière générale, parce qu'il y a mon espace numérique de santé qui se passe. Il y a des expérimentations avec les espaces France Service. Aussi, voilà, ça pourrait être l'occasion de faire une fiche thématique sur le sujet. On s'excuse, on n'y répondra pas aujourd'hui, sauf si on a le temps. Et enfin, une question sur la question de coordination des conseillers numériques. Voilà, sur la question des conseils, voilà, sur la question de coordination, comment, vers qui se tourner, avec qui travailler, quels moyens mobiliser. Voilà, on va y répondre dans cette seconde partie, tout en sachant aussi très spécifiquement sur les conseillers numériques France Service. Il y aura aussi des coordinations régionales assurées par les hubs, coordination, appui régional, donc par Ubique par exemple en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi normalement également sur votre territoire, même si vous êtes hors métropole. En région. Parce que hors métropole, je ne sais pas si c'est hors métropole France métropolitaine ou hors métropole bordelaise. Voilà, donc, je vous propose de passer, en tout cas merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse très riches. On va vous proposer de passer à la seconde partie justement pour parler de ces acteurs ressources qui vont, on le sait, qui vous aident à repérer, à accompagner au premier chef les publics dont on vient de parler. Donc je vais laisser maintenant Laurine pour animer cette partie.
C'est ça que je pensais. Et On passe du coup à la seconde séquence dédiée à l'identification des acteurs et ça nous a fait la question de Chloé Pestouri, si je vois bien, elle nous fait bien la transition sur cette question d'acteurs. Moi, je me tourne vers vous. Qui c'est les acteurs de l'inclusion numérique? Quand on parle d'acteurs de l'inclusion numérique, de qui on parle? Et j'irai même plus loin, quand on pense qu'il n'y a pas d'acteurs, comment on fait sur son territoire? Gilles, peut-être, si tu veux commencer. Alors, pour nous, les acteurs de l'inclusion numérique, c'est les acteurs du social qui s'intéressent aux problématiques numériques, ou les acteurs du numérique qui s'intéressent aux problématiques sociales. Donc, on avait, par exemple, les espaces publics numériques, historiquement, mais pas que. Il y a aussi des associations qui sont issues de, je ne sais pas quoi, de la culture, peut-être, et qui font, à un moment donné, de la médiation numérique. Donc, pour nous, les acteurs, c'est ça. C'est cette frange-là de structures qui s'occupent de ces sujets-là. Et quand on n'en a pas, comment on fait? Il faut en trouver un. Enfin, je veux dire, je vois mal des dispositifs de cette ampleur avec le poids que ça commence à prendre qui ne sont pas organisés. C'est vrai qu'il n'y a pas de personne à la compétence d'inclusion numérique parce qu'elle n'existe pas, la compétence d'inclusion numérique. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver un acteur le mieux placé. Et ça dépend un petit peu la grosseur du territoire. Moi, je travaille avec des communes. Alors, je prendrai au hasard celle du Haillan, par exemple. Ils se sont retrouvés autour du CCAS, avec la bibliothèque, avec des acteurs associatifs, etc. Ils étaient un petit groupe d'une dizaine de personnes. Ils ont appelé quelques experts, enfin, des gens qui connaissent un peu mieux le sujet qu'ils ne le faisaient. Et quelque part, à un moment donné, dans ce petit groupe-là, en l'occurrence, ça a été la bibliothèque, ou le CCAS, je ne sais plus, travail de concert, le CCAS, qui a pris cette responsabilité quelque part de coordination. Évidemment, le secteur était plus petit, c'était à l'échelle d'une commune. Ils ont identifié les acteurs de leur territoire. Autour de la table, il en manquait quand même quelques-uns. Ils ont commencé à penser à quelques actions d'animation. Enfin voilà, ils ont pris cette coordination à l'échelle de leur petite commune sans avoir des moyens propres pour le faire, comme nous, dans la métropole, on peut en avoir. Mais il en faut. Il en faut. Benoît? Je compléterai, nous, on a des clubs informatiques, par exemple, qui sont des acteurs effectivement du numérique et qui doivent intervenir sur le social aussi, à un moment donné. Et donc, on a des communes, par exemple, où il y a 400 habitants et il y a 40 membres dans le club informatique. Donc, pour nous, c'est 10% de la population. Enfin, c'est énorme. Donc, il faut, voilà, c'est partie des acteurs, effectivement, qui ne sont pas forcément mobilisés, qui ne parlent pas. Enfin, il y a aussi une question de se parler, en tout cas, entre différents acteurs. Et je pense que là, c'est là où c'est important. Et de prendre conscience aussi qu'il y a une problématique à un moment donné pour justement avancer dans le sens qu'on veut essayer de donner à l'action, je pense. Mais CCAS, effectivement, beaucoup de communes ont des CCAS à partir d'un certain seuil. Et donc c'est des acteurs qui sont assez clés, en tout cas en repérage et dans l'action en tant que telle. Et c'est difficile justement de convaincre ces acteurs-là, de les séduire d'une certaine façon pour leur dire... Non, ils sont confrontés en fait. Ils sont confrontés systématiquement. Enfin, quand un CCAS reçoit des personnes à un moment donné, il y a forcément une action qui est faite, une action sociale qui est faite pour justement aller sur le numérique et aller justement agir. Et donc c'est plus les outils qui vont avoir besoin, c'est plus l'accompagnement et puis passer la main si nécessaire pour la suite, quoi. Oui, ils disent quand même, d'une manière générale, c'est pas à nous de faire. Enfin, je veux dire, on ne peut pas résoudre les problèmes d'inclusion numérique à nous tout seuls, on fait de l'action sociale. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse les accompagner, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une structure, un conseiller numérique ou une autre structure qui soit capable de leur dire, attendez, mais nous, on est capable de prendre le relais, on va travailler ensemble et on va prendre le relais. Effectivement, c'est pas à vous de créer une messagerie électronique pour les gens qui viennent vous rencontrer. Il y a d'autres structures qui peuvent le faire, d'où l'intérêt d'identifier en fait les acteurs et ce qu'ils font sur son territoire. On sépare vraiment la médiation d'urgence, enfin l'action d'urgence qui est au moment où la personne vient et il faut l'aider. À ce moment-là, c'est obligatoire de l'action pour viser l'autonomie, qui est une action dans un second temps, à mon sens, qu'il faut essayer d'amener justement les publics pour les accompagner sur la durée. Et c'est vrai que quand on parle
enfin nous on a élaboré aussi une stratégie avec tous les acteurs, là, publics, privés, etc. On a dit assister, accompagner, prévenir, structurer, expérimenter. Et à travers ça, on a toute la chaîne des acteurs qui peuvent agir sur l'inclusion numérique. Parce que l'inclusion numérique, ça n'est pas que l'accès aux démarches. Oui, alors pour accéder à ces droits, se maintenir dans ces droits, c'est hyper important, mais on défend, et je pense qu'ici on est tous à le défendre, l'accès à une culture numérique, à comprendre quels sont les enjeux, quels sont les bénéfices de l'Internet, mais aussi quels sont ses risques. On est tous bien hameçonnés en ce moment, donc c'est une question de sécurité, mais ça va beaucoup plus largement que simplement accéder aux démarches. Et il y a aussi ce côté prévention. On parle des acteurs, nous on a une vaste action, on a beaucoup d'actions autour de la prévention, l'addiction aux écrans, le problème des réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, on a de la petite enfance jusqu'aux seniors, donc on mène des actions aussi avec la Maïf. Il ne faut pas se priver d'aller chercher des acteurs loin. On travaille avec des banques, on travaille avec le Crédit Agricole, par exemple. Le Crédit Agricole, les risques d'exclusion bancaire, les problématiques d'accéder à toutes leurs démarches dématérialisées, ils sont très, très motivés. Et en milieu rural, on a tous un Crédit Agricole juste à côté de chez soi. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, acteur de notre coordination territoriale, on en parlera tout à l'heure, a financé 3000 flyers qu'il a fait diffuser par des étudiants qui rémunéraient cet été. Et dans les agences bancaires, on a diffusé des flyers sur l'offre de médiation numérique de proximité. Et là, on a certainement touché les gens qui ne vont pas dans les mairies, ne vont pas dans les CCAS, travaillent le soir et donc sont pas libres en journée pour aller à la mairie, etc. Donc voilà, des acteurs aussi, peut-être qu'on n'a pas forcément naturellement tendance à aller chercher, des indépendants, parce que, bon, moi, ça fait très longtemps que je travaille dans la médiation numérique, et il y a 20 ans, on ne parlait absolument pas d'indépendants, on parlait de services publics, des cyberbases, des points d'accès à Internet, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a tous ces acteurs, on doit aussi, me semble-t-il, en tant que territoire, favoriser le développement économique. Nous, il y en a plusieurs qui naissent, alors peut-être des opportunités, mais qui créent une activité économique, qui sont labellisés aptiques, et qui en fait sont hyper réactifs pour faire de l'itinérance, pour aller au plus près des territoires. Donc il faut aussi, je sais qu'il y en a aussi du côté de Pau, il faut aussi s'appuyer sur ces acteurs-là, qui sont des indépendants, qui sont hyper volontaires pour porter des valeurs qu'on défend. Et finalement, voilà, les acteurs, c'est aussi ces indépendants, c'est ces acteurs du privé qui naturellement ne sont pas forcément ceux qui on va chercher en premier, quoi. Il y a des acteurs qui ne sont pas spécialistes de la médiation numérique, mais qui pour autant sont nécessaires à convaincre. Complètement. Et qui ont des besoins. C'est-à-dire ces acteurs du privé qui dématérialisent sont prêts à contribuer à un fonds, je dirais, global, collectif, pour pouvoir favoriser cette inclusion, parce que c'est leur enjeu de marché. Plus ils dématérialisent, plus ils ont besoin de personnes qui sachent utiliser les outils. Donc, en fait, il y a un intérêt commun, c'est ce qu'on a vu aussi dans notre diagnostic. Tout le monde a intérêt à ce que les Français soient plus à l'aise avec le numérique pour acheter, pour consommer, pour accéder aux démarches en ligne, etc. Donc, profitons de cette opportunité d'intérêt pour créer des dynamiques collectives à l'échelle de nos territoires. On a un slogan, nous, qu'on est en train d'essayer de porter, c'est tous acteurs de l'inclusion numérique, mais pas tous acteurs au même niveau. Que ce soit les aidants familiaux, parce qu'on tu le disais tout à l'heure, hein, c'est quand même, vraiment, c'est eux qui ont réussi à faire tenir le système à peu près debout, hein. Mais il y a des limites aussi à ça. Mais par contre, ils ne sont pas capables de répondre à toutes les questions qu'on se pose. À un moment donné, il faut qu'on aille sur des spécialistes du numérique, des spécialistes de l'action sociale, des spécialistes de la culture, de l'économie, etc. Mais effectivement, et du privé et du public. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit être tous acteurs. Et je pense qu'on a un gros travail de structuration de qui fait quoi et jusqu'où on va. Hein, il n'est pas question qu'un conseiller numérique s'occupe des impôts, par exemple, tellement c'est spécifique et ça donne des conséquences qui peuvent être désastreuses si c'est mal fait. Donc, et on a un gros travail d'élaboration, chacun à son territoire, en fait, de la limite de tous ces acteurs-là et de la prise de conscience aussi qu'il faut travailler tous ensemble. C'est pour ça que, mais tu en parleras peut-être tout à l'heure, qu'on se pose la question dans les territoires de créer des comités de liaison, enfin des comités en fait qui regroupent ces acteurs clés pour essayer de se mettre un petit peu en ordre de marche. Alors pas pour être tous dans la même direction, chacun y a ses propres obligations, mais au moins qu'on soit conscient de comment on se répartit les fonctions, les territoires, les responsabilités. Je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde en fait. Oui, et à toutes les échelles. Et justement, si on devait résumer la chaîne d'acteurs dont tu parlais, ce serait quoi comme instance clé pour donner un peu des exemples à nos participants Alors, du coup, on va peut-être déborder sur ce qu'est la coordination. C'est vrai qu'au CICOAL, on a l'opportunité d'expérimenter ce qu'on appelle les coordinations territoriales d'inclusion numérique. Alors, c'est né
Mon président fait partie des interconnectés, donc de la DCF, Jacques Auberti, et donc était référent e-inclusion. Ils ont déposé avec d'autres élus un manifeste Agir face à l'urgence de l'électronisme, que vous pouvez trouver en ligne sans problème. Et il y avait une proposition qui était, mettons-nous tous autour de la table, c'est l'affaire de tous, l'inclusion numérique, et essayons de trouver des modèles de gouvernance et des modèles économiques qui nous permettent d'organiser l'inclusion numérique à l'échelle du territoire. Donc, on expérimente avec Lyon Métropole, Lille Métropole, l'Eurométropole de Strasbourg, la communauté d'agglo de La Rochelle et le SICOVAL, un modèle de gouvernance, un modèle économique pour organiser l'inclusion numérique à l'échelle du territoire. Et il y a des collèges. Il y a le collège du privé, alors chez nous, il y a la Poste, il y a le Crédit Agricole, il y a AG2R, voilà, le collège du privé. Il y a un collège de la médiation numérique avec de la participation citoyenne, parce qu'il faut aussi, on dit comment aller chercher les personnes les plus éloignées, c'est peut-être aussi en associant plus largement la population à la coproduction de l'offre d'inclusion, parce que finalement, c'est les premiers concernés. Donc, faisons avec et allons construire avec eux cette inclusion numérique. Donc là, on a plutôt le secteur associatif, le secteur de l'ESS, et il y a un secteur institutionnel dans lequel on retrouve la CAF, la CPM, la CARSAT, les pôles emploi, le niveau départemental, il y avait une question, le niveau régional avec le hub RINOC, et on travaille tous ensemble à essayer de définir, déjà à partager notre stratégie, notre diagnostic, ça a déjà été fait, mais également à construire ensemble les actions que l'on veut pour notre territoire, au vu de cette stratégie que l'on a choisie collectivement. Et comment on les finance? Comment, au bout de 2 ans, bon, nous c'est 3 parce qu'on a choisi 3 ans pour notre conseillère numérique, comment on consolide les postes de conseiller numérique? S'il y a des besoins, et probablement qu'il y aura encore des besoins parce qu'on est tous concernés par l'inclusion numérique. Donc, on essaye collectivement, secteur public, secteur privé, d'organiser à l'échelle locale. Sans doute que notre petite interco n'est pas le bon niveau, c'est plutôt au niveau des départements que ça devrait se gérer, le chef de filière autour de ces coordinations territoriales, mais de dire en effet, il faut qu'il y ait une instance qui soit organisée, une gouvernance qui soit organisée, partagée, pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est aussi le résultat de notre diagnostic, c'est que ça partait dans tous les sens. Plein d'acteurs, mais pas fédérés. Donc, il y a ce volet-là sur la coordination. On est plutôt sur un volet assez macro. Et après, localement, notre conseillère a aussi une mission de coordination locale. Et là, on a tous les acteurs, les indépendants, les associatifs. On est plus sur les opérationnels qui sont vraiment… il y a les tiers-lieux aussi, qui sont des espaces dans lesquels il y a de l'inclusion numérique systématiquement. Donc, c'est aussi des acteurs de l'inclusion, c'est ces tiers-lieux qui émergent sur les territoires, les fabriques de territoires. Et donc là, on est plutôt sur une animation à l'échelle locale pour faire monter en compétences, professionnaliser, cartographier, partager, jouer les complémentarités. Et c'est le rôle de notre coordinatrice, animatrice, donc conseillère numérique, de jouer ce rôle de coordination. Peut-être justement pour apporter un complément sur cette question de quelle est la bonne échelle finalement, donner aussi quelques exemples de ce qui peut se passer sur certains territoires. En effet, le niveau des départements permet de mobiliser aussi certains types d'acteurs un peu clés. On en a parlé un peu en creux lors des échanges, notamment je pense aux organismes de services publics, je pense à Pôle emploi, à la CARSAT, à la CAF, à la MSA, et de nombreux territoires ont déjà choisi de les mobiliser, que ce soit au niveau national ou au niveau un peu plus local, à travers parfois un acronyme que j'aime bien, le COPIN, le Club des opérateurs de services publics pour l'inclusion numérique. Donc il y a un COPIN national, un COPIN local, par exemple dans le 64, et qui, par exemple, je vais prendre cet exemple des Pyrénées-Atlantiques, parce qu'on a eu la chance de recevoir Amalia Martinez de la Fibre 64 lors de notre dernier groupe de travail, qui ont justement mobilisé dans le cadre de leur stratégie les opérateurs à l'échelle du département, mais en lien avec leur stratégie locale qui décline sur les EPCI. Donc en fait, il y a une mobilisation à une échelle qui est cohérente pour ces grands opérateurs de services publics, c'est pas chaque agence, mais qui ensuite s'investissent sur chacun des territoires. Donc ça, c'est vrai que c'est cette question de l'échelle, et après, chaque territoire aussi est très différent, bien évidemment. Mais nécessité d'articuler tous les niveaux, le hub, le département, et comment les collectivités, donc nous on est interco, Benoît aussi, comment la collectivité a son rôle aussi à jouer dans les articulations, parce que finalement, c'est nous les acteurs de proximité. Exactement. Mais en déclinaison d'une politique départementale qu'on a co-construite, dans laquelle on est aussi en termes de gouvernance, et également dans les hubs, peut-être aussi en termes de gouvernance. Donc, on est vraiment dans une déclinaison la plus efficiente possible au niveau de l'inclusion numérique pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc, je te rejoins sur les articulations. Et la CPM, on parlait santé tout à l'heure, vigilance, quoi, parce qu'avec mon espace santé, on va se retrouver à faire des millions. Il y a 60 millions de comptes qui vont être créés, et quand on voit
le nombre de personnes qui sont en difficulté avec le numérique, c'est créer son compte, c'est mettre des documents, c'est savoir aller les chercher, c'est partager ces documents avec son médecin, etc. etc. Donc, vigilance, ou alors qui nous donne les moyens d'agir. Ça, c'est autre chose. Mais c'est là-dessus aussi qu'il faut être Comment ça se vigilant. passe sur le Grand Châtellerault sur cette question-là de coordination Alors nous, on est un peu plus jeunes. Non, mais par contre, on a fait un repérage effectivement de toutes les structures à l'échelle de l'agglomération. Et l'idée, c'est qu'on a fait quelque chose d'assez souple. C'est-à-dire qu'on a rencontré d'abord tous les dirigeants, on va dire, des structures ESS, associations, présidents d'associations, etc., responsables de médiathèques et autres. On a fait un premier diagnostic, un premier diagnostic global sur le territoire, présenter cette démarche-là, et puis présenter la feuille de route aussi sur les plusieurs années qu'on voulait faire. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les ateliers thématiques, donc des petits moments en fait qu'on jalonne. Donc il y en a 2 par mois quasiment maintenant, qui sont des ateliers qui sont là plus pour effectivement les opérationnels, donc les médiateurs en tant que tels, les médiateurs numériques et les conseillers numériques aussi qui interviennent. Donc c'est vraiment tous les acteurs de la médiation numérique au sens large. Et on choisit des thèmes, donc ça peut être dans Connect, ça peut être la formation, comment se former, aller chercher la ressource sur le site de PQNA, sur le site du BIC, par exemple, je fais de la pub. Et en fait, c'est l'intérêt pour eux, en fait, c'est aussi régulièrement, on a des moments aussi où ils expriment leurs besoins, ils expriment des questions, on fait un coin de neuf aussi pour savoir un peu, pour passer l'information systématiquement dans toutes les structures, et ça plaît, en tout cas, et à l'échelle de l'agglomération, en tout cas, ça permet de se rencontrer, d'aborder une thématique correspondante et puis d'échanger sur une prochaine thématique pour la suite, quoi. Et donc de multiplier ces moments-là, en tout cas régulièrement là, depuis quelques mois, c'est intéressant. Et puis on a une plateforme aussi qu'on a ouverte qui permet de fédérer un peu les actions et de communiquer, s'inscrire aux différents ateliers au fur et à mesure et de partager des documents. C'est une plateforme à destination du réseau, du réseau professionnels. C'est ça, de façon globale. C'est sur l'NCT, c'est une plateforme qui s'appelle la Grande Équipe, qui est proposée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et dans lequel on a créé un groupe. On a pu créer un groupe Facebook, on a préféré un petit on va dire. Voilà. Gilles, mot sur cette gouvernance, coordination des acteurs. Alors nous, on n'a pas commencé par le haut, en fait. On a commencé par, comme je disais, par l'étage intermédiaire. Oui, mais en fait, parce qu'on n'avait pas autorité à le faire, on n'avait pas la compétence, nous n'était pas accordé pour en fait porter une parole au niveau des directions et des élus pour le faire. Donc on a commencé par des choses très pragmatiques, et au fur et à mesure, on a été quand même reconnu, je pense qu'on l'est maintenant, sur ce domaine-là. Le Conseil métropolitain a voté dernièrement une stratégie numérique dans laquelle le premier élément est l'inclusion numérique. On ne pouvait pas l'espérer il y a 5 ans. Enfin, je veux dire, on n'était pas dans un état de réflexion et d'avancement suffisant qui permet de le faire maintenant. On était quelques acteurs, une dizaine, une vingtaine, là je disais, 160 acteurs maintenant. On se rencontre à peu près tous les 2 mois où on parle de tous nos sujets, où il y a des acteurs qui viennent présenter en fait leur dynamique et leurs actions. Ça permet aussi de resserrer le groupe, de se connaître. On fait une animation qu'on appelle Aginum, qui est maintenant à 3 ans, qui draine en fait beaucoup de questions, d'acteurs. Là, cette année, on a fait des forges, c'est-à-dire qu'on a fait des groupes de travail en fait qui permettaient d'initier des sujets qu'on avait posés sur la table avec des acteurs nationaux aussi et les acteurs locaux. Donc en termes d'animation, on est plus dans l'animation pour le moment que dans la gouvernance descendante. Mais on a bien conscience que c'est la prochaine étape, ça va être de structurer tout ça et de mettre autour de la table des acteurs qui ne sont pas encore autour de la table, même s'ils commencent à se connaître et connaître leurs actions. Voilà. Et donc on a un petit retard par rapport à. Je suis très admiratif sur ce que fait le SICOVA depuis assez longtemps, et c'est vrai que par exemple Anne-Claire a aussi beaucoup investi le secteur privé, et nous vraiment ça nous manque. C'est-à-dire que dans les acteurs on voit bien que il y a un manque, il y a un trou là. On n'a peut-être pas su à un moment donné aller le chercher, mais il faut le faire maintenant. On a la légitimité pour le faire, chose qu'on n'avait peut-être pas avant et qui va nous permettre d'aller plus loin. C'est intéressant d'avoir aussi cette étape-là et de vous avoir à tous les 3 à des territoires différents, à des niveaux de maturité différents aussi. Et c'est intéressant aussi pour les participants à ce webinaire de voir un peu ceux qui sont en train de faire cette étape au jour J, de voir comment vous faites. J'avais une question un peu spécifique qui m'est venue en vous écoutant sur la question du rapport à la rencontre et au présentiel, parce que justement on a parlé de la crise sanitaire, on a parlé qu'il y a eu la crise sanitaire, donc bien sûr ça a mis en exergue l'inclusion numérique, ça a modifié nos modes de coopération aussi, et
Gilles, tu as parlé d'Aginum justement. L'État promeut les événements numériques en commun, dont l'édition nationale a eu lieu le mois dernier en Sud-Charente. Voilà, je sais qu'il y en a aussi à Toulouse fréquemment, juste à côté du Sicoval, pas encore en Vienne me semble-t-il. Mais voilà, l'État met beaucoup l'accent sur cette notion de rencontre, en commun. C'est vrai qu'on a tous été un peu tristes pendant 1 an et demi de voir dans le groupe de Bordeaux Métropole en visio. Quels enjeux vous voyez, vous, justement, à réunir? Est-ce que vous le faites d'ailleurs fréquemment? Gilles, j'ai compris que tu le faisais. On y participe d'ailleurs. Est-ce que, voilà, pour vous, c'est un enjeu particulier que les acteurs se voient, cette interconnaissance? Est-ce que ça passe par des rencontres? Ou alors, est-ce que aussi en visio, ça suffit? Non, c'est fondamental, parce qu'il se passe beaucoup d'informels, en fait. Dans la visio, il n'y a pas beaucoup d'informels. Il y a le moment de convivialité où on partage un moment autour d'un petit-déj ou d'un repas. Et c'est là où se construisent les liens. Alors, c'est aussi dans les groupes de travail. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des séances de webinaires, d'information, etc. Mais c'est dans le groupe de travail. Par exemple, nous, on a construit une charte des acteurs de la médiation. Et ce sont des indépendants du secteur privé qui ont principalement investi la construction de cette charte, aussi les foyers ruraux qui étaient présents. Et on s'est dit, quelle est la règle du jeu qu'on veut collectivement pour l'ensemble des acteurs de la médiation sur le Sicoval. C'était aussi une commande des élus de dire on veut un label un peu qualité. Et donc, on l'a construit ensemble et on a construit ensemble les règles du jeu. Et là, évidemment, on a été plus en visio, mais quand on a eu l'occasion de se voir en présentiel lors d'un regroupement et qu'on a pu affiner cette charte tous ensemble avec du World Café, etc., c'est quand même vachement plus sympa, quoi. Donc, vive le présentiel, ouais, je suis d'accord. Puis même d'être là aujourd'hui. On s'est vu hier en visio avec Gilles dans un territoire proche des intercos, et là, on se voit aujourd'hui. C'est quand même vachement plus sympa. Ben oui. Et puis il y a le café. Et il y a le café. Et les croissants. Et puis tourner, en fait. Aussi, nous, on fait nos ateliers, on ne les fait pas forcément que systématiquement, on choisit chez nous, dans les locaux de l'agglomération. En fait. On tourne chez les acteurs et on fait rencontrer justement sur l'ensemble du territoire qui est assez varié, en fait. On en parlait tout à l'heure. C'est une question un peu naïve volontairement, parce que c'est vrai que de plus en plus, on se dit, en visio, même nous-mêmes, on a passé la plupart de nos formats en visio, c'est parfois plus simple, on s'embête un peu moins. Donc là, on a une très grande région aussi. On aimerait bien tourner allant de la Creuse en passant par les Deux-Sèvres et être le lendemain dans les Pyrénées-Atlantiques, mais malheureusement, c'est pas très écologique. Et le réseau de train, même s'il est formidable, il est un peu complexe. C'était pour mettre. Et d'autant plus que, c'est aussi. Il y a des formats qui existent, des numériques en commun pour se retrouver. Donc voilà, je peux qu'inciter les uns et les autres à se rendre au numérique en commun des uns et des autres qui auront lieu à Aginum chaque année. En octobre plutôt cette année. Oui, on va décaler un petit peu la date. D'accord, le NEC de Toulouse est, je crois, passé. Alors, c'était lors de la mêlée numérique, c'était fin septembre. C'est toujours fin septembre, il y aura toujours un NEC. Le premier a eu lieu à la Beige. Donc, on a été initiateur quand on a mis en place, qui est une commune du Sicoval, tout à fait. On a été initiateur de cette vision inclusion numérique dans la grande mêlée numérique qui est très centrée sur les usages numériques, mais il n'y avait pas l'inclusion. Et maintenant, systématiquement, RINOC, donc le hub, organise un NEC dans le cadre de cette mêlée numérique tous les ans. On vous tiendra au courant de toute façon de ces temps forts. Et il y a plein de replays aussi à aller voir sur l'inclusion numérique lors de la mêlée. J'avais une dernière question concernant la visibilité de ces acteurs-là. Comment on fait pour les rendre visibles, pour les répertorier d'une part, mais surtout pour les rendre visibles à ces fameux publics dont on a parlé en séquence 1. Comment on fait? Est-ce que vous avez mis en place certaines méthodes? Je sais que à Bordeaux Métropole, on a un guide des acteurs ressources. Si tu veux nous en parler brièvement. Oui, alors c'est un travail de fourmi, parce qu'effectivement, il n'existait rien. Et donc, c'est à coup de... Alors, c'est vrai que ce groupe numérique inclusif nous y a aidé parce qu'il donnait des points d'entrée, mais il y a un travail impressionnant qui a été fait derrière ça, de phoning, d'enquête, etc., pour arriver à en répertorier 125. Alors, on a en profité aussi pour aller voir ce qu'ils faisaient exactement. Et ils se sont auto-évalués en disant, voilà, on propose tel type de service et on est des experts ou simplement des acteurs de base de ces services-là. Mais ce guide-là, je l'ai là, c'est un pavé comme ça, au format papier. Donc, il y a une version en ligne, mais la version en ligne, effectivement, elle ne convient pas à tout le monde parce qu'il
et on l'a mise en open data. Mais s'il faut récupérer l'open data pour la traiter, on voit bien que ce n'est pas tout à fait le même public qui est concerné. Et donc, on a fait une interface qui était relativement plus facile et qu'il faut qu'on arrive à diffuser, sur lequel on va pouvoir dire, ben voilà, je veux tel type de service et j'habite sur tel territoire. Et du coup, voilà, il va y avoir une cartographie qui va me dire, il y a tel acteur avec les numéros de téléphone, éventuellement les services. Donc, ça, c'est un moyen d'informer les personnes. Mais franchement, je pense que cet outil-là, il est plus à destination de l'action sociale que des citoyens eux-mêmes. Parce que je pense que les citoyens et ceux qui nous intéressent en priorité, alors bien sûr, il y a toute la structure culture économie, mais ce qui nous intéresse, et santé, ce qui nous intéresse en premier, c'est ceux qui sont en difficulté. Il faut aller les chercher. Je veux dire, clairement, il faut que ce soit l'acteur social qui dise, tu as besoin de ça, fais-toi accompagner et je vais t'aider, je vais même te prendre par la main dans certains cas pour t'amener voir la personne qui va bien. Et une fois que tu auras créé le contact, tu verras avec elle comment tu fais. Enfin, il y a vraiment besoin. C'est pour ça que c'est un public quand même qui est très compliqué à aller chercher. Et on a beau mettre en place des plateformes avec des choses. Nous, on a mis en place avec Médiacité une plateforme, enfin un site web qui s'appelle numériquesolidaire.fr. Vous pouvez y aller, c'est merveilleux. Il y a plein d'informations dessus. Mais on sait très bien que ça a beau être à visibilité totale du grand public, c'est pas les grands publics en difficulté qui va aller là-dessus. Bien sûr. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment les acteurs intermédiaires qui doivent faire ce travail-là d'intermédiation point par point, quoi. Il y a un truc, parce qu'on en avait parlé à la préparation du webinaire, mais les prescripteurs sont importants et on parlait dans les communes rurales des secrétaires de mairie. Et c'était, ça vous revient. Mais voilà, enfin, clairement, c'est des acteurs qui vont être essentiels à accompagner, à former et à diagnostiquer. Enfin, je vais faire un premier repérage en tout cas. Nous, c'est essentiel. On va régulièrement, enfin, on va bientôt les voir en tout cas et les rencontrer pour justement, par rapport aux conseillers numériques France Service, qui puisse être le premier point, mais qui vient un contact entre les conseillers et les secrétaires de mairie. Et voilà, c'est essentiel que ces personnes-là puissent justement repérer et organiser, à terme en tout cas, des sessions et des ateliers correspondants pour les publics de la commune en tant que tel. Alors, je te rejoins tout à fait. Et puis, il y a le dispositif Aidant Connect, qui va être aussi un moyen de mobiliser. Alors, on a fait un webinaire aussi à l'échelle du Sécoval. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est Aidant Connect? Alors, Aidant Connect, oui, c'est un dispositif qui permet de sécuriser toutes les démarches administratives via un mandat qui est donné par un aidé, à un aidant, en fait. Donc, on lui dit, par exemple, pendant 3 mois, je t'autorise à m'aider sur des formulaires liés au logement, par exemple. C'est très sécurisé et très encadré. Et donc, il y a une labellisation qui est apportée par l'État via un dispositif donc, qui s'appelle Aidant Connect, une habilitation donc, à aller chercher sur le site Aidant Connect, qui est adossée à une formation. Dès lors qu'on est habilité, on a une formation, puis après on a une petite carte qui permet donc de réaliser ces démarches pour le compte d'eux. Et c'est un bon moyen, enfin nous, derrière ça, on vise aussi tous les agents d'accueil, les CCAS, les conseillers numériques France Service qui sont dans les maisons France Service, parce que finalement c'est quand même principalement leur rôle, nos conseillers numériques aussi, parce qu'on se dit que malgré tout, à un moment, ils peuvent être confrontés. Et c'est vraiment un moyen, à travers ça aussi, en effet, de les sensibiliser sur il se passe des choses pour accompagner les publics en difficulté. N'oubliez pas d'orienter aussi. C'est aussi les courriers que l'on fait avec la Poste. Hein. Donc là, on va vraiment adresser spécifiquement une personne parce qu'à un moment, elle nous a dit « je suis intéressée par ». C'est le Crédit Agricole qui diffuse dans ses agences bancaires. Enfin, tous les moyens sont bons. C'est la participation citoyenne, c'est les fêtes de village avec une visibilité de l'offre via des petits dispositifs un peu sympas. C'est de la convivialité, l'inclusion numérique. En fait, je voyais Dominique Moreau qui en parlait, mais ce n'est pas forcément des lieux dédiés. C'est simplement aller s'appuyer sur des espaces où il se passe déjà plein de choses, des tiers-lieux, des centres sociaux, des MJC. Alors, on n'a peut-être pas les plus éloignés, mais on a quand même des gens ou des foyers ruraux. Et on amène de la ressource, enfin, nous, ça va être le boulot de notre conseillère numérique. Elle va aller dans ces lieux-là, apporter ses compétences, apporter du matériel. Et puis, vous voulez faire quoi? Faire la création numérique? Vous voulez faire un petit truc sympa avec vos gamins? Bon, on l'organise, on le fait. Voulez-vous accéder aux démarches administratives? Très bien, bon, on va mettre plutôt en place un petit atelier autour de ça. Voilà, s'adapter, donner envie, que ce soit ludique, que ce soit sympa, que ce soit convivial, et pas des cours descendants sur PowerPoint, là, dans la salle de la mairie. Enfin, voilà. S'appuyer sur les centres d'intérêt. Exactement, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Replacer le numérique dans sa place, en fait, c'est un outil. Donc, c'est à cet endroit qu'il faut le placer. Hein. C'est basiquement. Donc, au service de. Voilà. On est d'accord. Et puis, enfin, je pense que la question est intéressante. Enfin, effectivement,
c'est trouver en fait l'intérêt, comment on capte les personnes, c'est pas, enfin, c'est quoi leurs besoins, c'est essentiellement, et puis leurs besoins peuvent évoluer dans le temps. Enfin, ils peuvent avoir besoin d'abord au départ sur l'emploi, et puis demain sur le jardinage, pourquoi pas, et puis voilà, c'est essentiel au départ, quoi. Et il va y avoir un gros point d'accroche, c'est ACPM. Les gens vont venir parce qu'ils vont avoir besoin de créer mon espace santé. Ouais, mais il y a d'autres choses dans le numérique. Peut-être qu'on peut vous proposer autre chose que simplement créer votre espace santé. Donc là, il y aura peut-être un gros enjeu de mobilisation. Ça et beaucoup aussi d'échanges, je pense là tout au réseau. Alors je pense là au réseau notamment des conseillers numériques français qui est en train de se créer, mais aussi au réseau entre guillemets plus historique. Voilà, aussi tout ce qu'on vient de se dire, je pense, sur comment est-ce qu'on tire l'intérêt d'une personne, c'est pas spontané, on n'est pas chacun expert dans la population et ses centres d'intérêt, mais voilà, tout ce qu'on a pu voir, que ce soit des ateliers intergénérationnels sur des seniors qui vont renseigner la page Wikipédia, créer la page Wikipédia de leur village, ou des brodeuses électroniques pour commencer à amener sur un sujet, en fait, tiens, on charge le modèle, le patron, il faut le charger sur une clé USB, comment est-ce qu'on fait? Et voilà, en fait, c'est plein de petites techniques, plein de petites choses. Et alors, voilà, comme tu disais, depuis 20 ans, il y a des médiateurs et des médiatrices qui ont développé des trésors d'ingéniosité et qui gagnent. Et nous, on essaiera de se faire fort aussi, nous, en tant que structure régionale de ressources aussi, on essaiera de se faire fort aussi, voilà, de donner voilà, des billes, tout simplement, et de aussi mettre en visibilité des projets. On parlait de numérique en santé, tout à l'heure on parlait de numérique dans le cadre scolaire, on a parlé de la trousse à projet par exemple, voilà, comment est-ce qu'on accompagne les élèves, les parents d'élèves aussi sur des modalités qui ne sont pas scolaires justement, qui sont un peu plus périphériques, mais voilà, c'est un gros travail de voilà, vaste chantier en effet. Si on revient sur la question sur la coordination des conseillers numériques, comment on fait quand on n'a pas le fameux conseiller numérique qui coordonne sur son territoire? On a des signaux de force. Il y a quand même une plateforme numérique pour les conseillers numériques, il faut quand même le dire. Il y a une page Facebook qui est animée par Loïc Gervais. Et il y a énormément de choses qui sont échangées sur cette page Facebook. Nous, on a aussi créé un compte LinkedIn Inclusion numérique qui donne de la ressource aussi, voilà, et qui peut être le partage. Mais il y a quand même cette plateforme nationale qui est animée. Ils ont un temps plein à l'échelle nationale pour animer cette plateforme. Donc, je dirais, si en proximité, il n'y a pas de coordonnateur, ni à l'échelle départementale, ni à l'échelle interco, il y a quand même le niveau national qui permet de... Il y aura aussi des rendez-vous réguliers à l'échelle régionale à partir de l'année prochaine, mais ça, c'est en train de se mettre en place. Appuyez-vous sur Rubik et la ressource régionale. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs sur cette étape-là, si vous avez des questions adressées à nos témoins. Surtout qu'il nous reste un petit peu de temps, donc c'est assez rare pour le souligner. Il y a une question sur la partie de chat sur la page Facebook que j'ai mentionnée, mais ce n'est pas une page Facebook justement. On utilise la plateforme, donc, qui est la grande équipe, qui est une plateforme de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est une plateforme gratuite et qui ont permis d'ouvrir des comptes et permet d'ouvrir des groupes. Donc on a utilisé. Elle n'est pas si simple que ça, c'est Genspot d'ailleurs qui est un outil français, qui a des petites difficultés des fois, mais qui, en tout cas, qui permet de faire pas mal de choses quand même. Ok, éthique et souveraine. Et qui est souverain, forcément. Il faut le noter. Ensuite, sur l'échelle idéale de coordination, on a un peu répondu en disant qu'il n'y avait pas d'échelle idéale et qu'il fallait que ce soit une articulation. Voilà, une articulation. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Ça nous permet aussi de vous rappeler les groupes de travail que l'on a pu faire précédemment dédiés justement à ces deux étapes-là. D'ailleurs, avec certains d'entre vous, si ça se trouve, d'ailleurs, on vous salue si vous êtes là. Un premier groupe de travail sur les publics, sur l'identification des publics, où on a travaillé en sous-groupe sur différentes typologies de publics. Donc, on a travaillé sur les jeunes, sur les seniors, sur les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de précarité. Voilà, exactement, en situation de précarité, et les personnes situées en zone rurale. Et donc, on a produit des planches graphiques de facilitation graphique, on va dire, sur ces thématiques-là. Et donc, notre collègue Marley va vous donner un peu les éléments de restitution qui viendront aussi alimenter les échanges d'aujourd'hui. Et puis, on a aussi organisé un groupe de travail sur l'identification des acteurs, donc cette dernière séquence, donc tout récemment, le mois dernier, où, comme le disait Clément, on avait Amalia Martinez de la Fibre 64 qui nous a partagé son expérience locale, et Pierre Garot de Haute-Vienne, du réseau de Haute-Vienne, qui
qui nous ont expliqué un peu comment eux avaient mis en place cette identification des acteurs et cette démarche de diagnostic et de coordination des acteurs. D'ailleurs, je crois que Marley vous a transmis le replay du témoignage d'Amalia qui vous explique vraiment étape par étape comment ils s'y sont pris à la fibre 64. Et on vous salue aussi si vous êtes là. Voilà, je vois qu'il y a une dernière question. Y a-t-il des... Oula. Voilà. Y a-t-il des questionnaires pour le diagnostic que vous avez trouvé bien, qui sont pertinents et qui sont trouvables en ligne? Ça existe, ça? Oui, il y a les bons clics, Ouais. par exemple, qu'on trouve sur Internet et qui est en ligne, et accessible surtout. Et puis, il y a BCDiag, il y a tout ce qu'a développé Pix, donc là aussi complètement accessible en ligne et ouvert. Donc moi, je vous encourage à aller voir ces outils-là, qui sont des bons outils de diagnostic. Et après, on sait que c'est encore en construction, hein. Les diagnostics, c'est une phase importante pour pouvoir orienter et accompagner la personne le mieux possible. Mais déjà, les bons clics et ABCDiag, je pense que c'est des pistes intéressantes. Je pense qu'il était question aussi des questionnaires comme par exemple celui que vous avez pu faire passer avec la Poste, des D'accord. questionnaires plutôt de diagnostic territorial. D'accord. Là, pour le coup, on peut le partager aussi. Moi, je peux te l'envoyer, Clément. J'ai l'accord de la structure avec qui on l'a réalisé. Oui, en effet, c'est vraiment intéressant parce qu'on est centré sur les usages et non pas du tout sur la pratique numérique, mais plutôt les centres d'intérêt et les usages, les acheter en ligne, qu'est-ce que c'est qu'une fake news, est-ce que communiquer avec mon petit-fils qui est à l'étranger, etc., etc. Des choses très, très concrètes. Mais écoute, ce sera avec plaisir, je pense que ce sera positif. Je te le transmets. Après, il y a le questionnaire de Capacity aussi, qui date un petit peu maintenant, mais par contre qui est très très complet, peut-être trop d'ailleurs selon ce qu'on a à faire, mais ça peut être assez inspirant quand même pour élaguer et ne garder que les choses que les items qui nous intéressent. Oui, des questionnaires d'enquête sociologique comme celle qui a été réalisée, tout à fait. On a aussi le questionnaire de la fibre 64 que nous avait présenté Amalia et qu'on pourra vous donner, on pourra vous donner son diaporama qui présente un peu les questions fortes de ces questionnaires-là. Ok. Et donc une dernière question sur la typologie des communes rurales. Alors apparemment il y en a 4. Rural autonome très peu dense, rural forte affluence d'hommes pôle. Avez-vous remarqué une différence entre ces catégories de ruralité? Est-ce que vous connaissez ces catégories déjà? Alors non, alors je sais qu'en tout cas, peut-être pour vous décharger du poids de la réponse, en tout cas pour vous laisser le temps de réfléchir, je sais qu'en tout cas dans l'enquête que j'ai citée tout au début sur les conditions de vie et aspirations des Français, donc le baromètre du numérique réalisé chaque année, ils font une distinction, alors non pas sur ces typologies d'INSEE, mais sur les villes par nombre d'habitants. En tout cas, toutes les questions, enfin la grande majorité des questions sont subdivisées donc par âge, etc., mais aussi par lieu de résidence, et donc avec des mailles jusqu'à, je crois, 1000, 5000, 10 000. Donc, j'ai pas en tête les différences saillantes sur ces différents segments, mais en tout cas, sur le baromètre du numérique, vous pourrez tout à fait retrouver ces différences-là. C'est plus le positionnement, je pense aussi, par rapport à une commune centre ou par rapport à ça. Je pense que les 4... Parce qu'effectivement, plus on s'éloigne, il y aura des problématiques de transport, par exemple. Plus on s'éloigne d'une ville-centre avec des réseaux de transport aussi qui sont en commun. Il y a des problématiques aussi qui, effectivement, rurales, je veux dire aussi éloignées, donc des questions qui sont plus d'âge aussi, et pyramide des âges qui sont un peu différentes. Donc oui, il y a des différences, effectivement, entre les publics qui vont être ciblés et puis les actions, et puis les thématiques qui vont être abordées avec ces personnes-là aussi. Après, il faut vraiment faire du terrain. Les stats, c'est intéressant parce que ça permet d'éveiller un peu la problématique, mais aller sur le terrain, rencontrer les gens, rencontrer les acteurs pour pouvoir construire la politique la plus adaptée par rapport justement à ces spécificités un peu particulières de chaque territoire. Et on nous attend aussi sur une évaluation sur l'étude des études d'impact. Parce qu'en fait... Bravo. Bravo, et oui. Pardon. Alors là, est-ce que vous avez mis en place des premiers indicateurs de succès de vos démarches? Oui. Non, mais du coup, j'allais dire qu'il fallait le faire, quoi. Nous, dans le cadre de la CTIN, oui. Voilà. Parce qu'effectivement, enfin, si on veut pérenniser les postes de conseiller numérique, nos sujets sont tellement vastes qu'en fait, les élus peuvent aussi, et pas que les élus d'ailleurs,
directeurs, les directions, les financeurs d'une manière générale peuvent se poser la question de l'intérêt, en fait. Pourquoi nous on porterait tel sujet? Pourquoi c'est pas les banques? Pourquoi c'est pas l'ASSO? Pourquoi c'est pas l'État, etc. On est bien obligé de passer par là parce qu'on nous attend. L'État a quand même mis 200 millions là avec les conseillers numériques, on remet une cinquantaine sur les appels à projets. On va avoir un petit peu de l'argent qui va venir de droite et de gauche, même s'il n'est pas suffisant, certes, mais on nous attend, nous aussi, les acteurs, pour savoir en fait que cet argent-là n'est pas perdu. Enfin, c'est tout à fait légitime. Hein. Et c'est pas avec le nombre de personnes qu'on a contactées ou l'accompagnement du nombre de personnes que ça va nous donner les indications suffisantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que réellement on a permis de faire progresser, qu'est-ce qu'on a eu comme impact, y compris des impacts qui ne sont pas des impacts financiers, qui sont des impacts en matière de valorisation de soi, d'accès à l'emploi, de capacitation, etc. Voilà, c'est ça, on nous attend aussi là-dessus. Et il faut qu'on a 2 ans pour faire nos preuves, là, hein, clairement. Alors, nous, on pourra le partager puisqu'on travaille avec les coordinations territoriales d'inclusion numérique sur les mesures d'impact, justement, et on est en train de construire des indicateurs extrêmement fins et on l'a co-construit avec tous les acteurs du privé, du public, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra partager dès lors que ce sera public en tout début d'année prochaine. Et justement, on a travaillé avec les acteurs. Comment on pourra dire qu'on a réussi cette inclusion numérique? Quels sont les indicateurs qui permettront de dire qu'on a réussi cette politique? Et donc, on l'a partagé, on a défini des mesures très précises en direction de la médiation, en direction des populations, en direction du territoire, pour pouvoir vraiment évaluer cette politique publique, parce que c'est une politique publique, l'inclusion numérique. On en reparlera d'ailleurs dans la toute dernière étape de notre cycle d'accompagnement sur l'évaluation et la mesure d'impact de sa démarche. Mais ça sera la dernière brique de notre cycle. On écoutera avec intérêt. Bon, on n'a plus qu'à clôturer ce webinaire. Tout à fait, il est maintenant temps de conclure. Déjà, vous remercier, un grand merci à tous les trois vraiment pour ces échanges. C'était vraiment très intéressant. J'espère que en face de votre écran, vous avez été aussi passionnés que nous sur scène. Vous donnez aussi, avant de nous quitter, quelques prochains rendez-vous, notamment le 9 décembre prochain. On organise un groupe de travail donc sur un format un petit peu plus rapproché sur la douloureuse question des financements. Mais néanmoins très intéressante. Mais néanmoins fort intéressante et clé. Voilà, donc vous pourrez retrouver, on vous enverra bien sûr ces informations. Et puis, ce sera notre dernier événement de l'année. Donc, il y aura bien sûr une suite en 2022. Le mot de la fin, Laurine? Eh bien, écoute, merci. Merci à tous aussi. Merci à vous en ligne. On espère vous retrouver du coup le 9 décembre. Et aussi, on espère que les éléments qu'on va vous transmettre suite à ce webinaire, donc tous les éléments qu'on a évoqués, tout ce qui est questionnaire, liens utiles, on vous les enverra suite au webinaire. Et puis voilà. On clôture là. Merci. Allez, Merci pour Au revoir. tout le monde. Au revoir.